Une nuit, une jeune fille de 16 ans nommée Sarah faisait le babysitting de 3 enfants pour la famille Peterson. Les parents engageaient souvent cette jeune fille, Sarah, parce que les enfants semblaient l'apprécier énormément. Le soir du babysitting, les parents partaient pour dîner quelque part, passer un moment en amoureux et ensuite aller au cinéma voir un film. Évidemment, Sarah n'a eu aucun mal à accepter la demande de babysitting parce qu'elle adorait la famille Peterson, donc pour elle c'était vraiment un plaisir de s'occuper des enfants. En plus, les babysittings se passaient de manière à chaque fois plutôt simple parce que les enfants étaient des enfants très bien éduqués, qui obéissaient à tout ce qu'on leur disait. Donc du côté de Sarah, elle passait toujours un très bon moment quand elle faisait du babysitting. Donc passer un bon moment et en plus être payée pour ça, quoi de mieux? Sarah est donc arrivée au domicile des Peterson, les parents sont partis pour leur dîner. Le babysitting s'est plutôt bien passé et à un moment donné, Sarah a proposé aux enfants de regarder la télévision. Alors que les enfants regardaient des dessins animés, un message est apparu, un message d'urgence. Ce message disait: nous sommes en état d'alerte. Un meurtrier, Zachary Whiteman, s'est échappé de la prison d'Alcatraz. Il est extrêmement dangereux. Il est plutôt grand. Il a les cheveux en pique et il est certainement armé d'une hachette. Nous vous conseillons fortement de verrouiller toutes vos portes et toutes vos fenêtres. Prenez toutes les précautions nécessaires. La police est actuellement en alerte à la recherche de cet individu. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne nuit. Évidemment, après avoir vu ce message d'alerte en plein milieu des dessins animés, les enfants commencent à paniquer. Et en plus de ça, chose qui augmente leur panique, ils vivent dans un endroit qui n'est pas très loin de la prison d'Alcatraz. Donc il est probable que le tueur en fuite se trouve non loin de leur domicile. Évidemment, Sarah n'est pas très à l'aise non plus. Elle essaye de maintenir la situation dans le plus grand des calmes, et pour que les enfants ne paniquent pas trop, elle leur dit d'aller se coucher. Les enfants vont au lit, ils arrivent à s'endormir sans trop de mal, après que Sarah leur ait raconté une histoire pour leur vider un peu les mauvaises pensées qu'ils avaient suite à l'annonce qui avait été réalisée. Sarah, une fois que les enfants dorment, décide d'aller regarder la télévision pour voir s'il y a des actualités concernant les événements. C'est au bout de 15 minutes que oui, des nouvelles sont données. Il semblerait que le tueur Zachary Whiteman ait été aperçu dans le quartier où vit la famille Peterson. Les médias suggèrent aux familles résidant dans ce quartier de bien sécuriser leur maison et sans se faire prier, Sarah prend donc une table et la place devant la porte pour barricader la maison. Le temps passe encore un peu et là il y a un nouveau bulletin d'infos. Il semblerait qu'une famille entière ait été assassinée. Une famille qui se trouvait dans le même quartier que la famille Peterson, mais Sarah n'est pas si inquiète que ça parce que maintenant la localisation du tueur est plutôt connue. Donc dans le quartier il y a énormément de patrouilles de police. Elle regarde un petit peu ce qui se passe à la fenêtre et au bout d'un certain moment elle décide de remonter à l'étage pour voir si les enfants dorment toujours. Effectivement c'est bien le cas. Donc Sarah décide de refaire un petit tour de la maison pour s'assurer que tout est bien verrouillé. Alors qu'elle allait fermer un rideau, elle voit qu'il y a des policiers à l'extérieur qui emmènent un homme à l'intérieur d'un véhicule de police. Immédiatement, Sarah se dit que l'individu qui a été appréhendé est le fameux tueur en fuite. Mais alors qu'elle est en train de regarder la scène, l'homme qui est en train de se faire emmener par le véhicule de police remarque Sarah et il lui sourit avec un sourire de maniaque. Ce sourire donne des frissons à Sarah. Après ce sourire, l'homme est placé dans le véhicule, la portière est fermée et la voiture s'en va. Plus tard dans la nuit, les parents des enfants Peterson reviennent à la maison. Sarah était un petit peu sous le choc, un petit peu en tension vis-à-vis de tout ce qui s'était passé cette soirée-là. Et elle a évidemment raconté tout ce qui s'était passé, tout ce que les actualités ont raconté concernant le tueur qui s'était enfui. Les parents Peterson ont insisté pour amener Sarah chez elle, en sécurité, et évidemment, elle n'a pas envie de sortir dans la rue seule, donc elle accepte. Monsieur Peterson ramène donc Sarah tranquillement, et alors qu'ils sont sur la route en train de retourner vers le domicile de Sarah, il allume la radio, et là il y a un nouveau bulletin d'information. Sarah présume qu'il va y avoir l'annonce de l'arrestation de Zachary Whiteman, mais pas du tout. Le journaliste dit que la voiture qui transportait Zachary Whiteman vers Alcatraz a été retrouvée, retournée au bord de la route. Les deux officiers de police qui l'escortaient sont décédés, mais ils ne sont pas décédés suite à l'accident. Une incision sur chacun des corps a été retrouvée au milieu de leur corps. Zachary Whiteman, lui, n'a pas été retrouvé sur le lieu de l'accident, et on présume qu'il s'est enfui pour commettre un autre carnage. Le trajet continue, Monsieur Peterson dépose Sarah devant chez elle, devant son complexe d'appartements, et elle n'est pas sereine du tout quand elle rentre à l'intérieur du bâtiment. Elle va dans l'ascenseur, elle tremble, et elle se dit c'est bon, l'appartement est sécurisé, le tueur il ne risque pas de pouvoir accéder aux appartements. Quand elle arrive devant chez elle,
elle remarque que la porte d'entrée est légèrement entrouverte. Elle s'aventure donc chez elle et elle remarque que tout est étrangement silencieux. Elle marche doucement, elle va dans la chambre de ses parents et elle voit que dans le lit, il y a 2 silhouettes. Ses parents doivent dormir, évidemment, il est assez tard, donc c'est pas surprenant. Elle essaye de les réveiller, mais pas de réponse. Elle retire donc la couette qui se trouvait sur les 2 silhouettes et là elle voit qu'il y a bien ses parents, mais dans un état horrible. Ses parents avaient été découpés en pièces et quelqu'un avait assemblé leur corps un peu comme un puzzle pour faire croire qu'ils étaient toujours en vie mais dans leur lit. Sarah, immédiatement, est traumatisée, elle pleure. Dans sa tête, il y a un lien qui se fait très rapidement. Elle se dit que, évidemment, ce sont des victimes du tueur en fuite qui a décidé de la cibler parce qu'ils ont échangé un regard avant qu'il se fasse arrêter. Et alors qu'elle est en train de pleurer ses parents maintenant défunts, elle entend un bruit, juste derrière elle. Elle se retourne et elle voit derrière elle un homme, grand, avec des cheveux en pique, qui lève une hachette ensanglantée au-dessus de sa tête et qui dit « Le temps est écoulé ». Voilà pour la première histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Il est possible que certains d'entre vous qui connaissent différentes versions de cette histoire voient un petit peu où sont les similarités. Après, ce type d'histoire, c'est vraiment, je pense, des classiques de l'horreur. L'histoire de la babysitter qui doit affronter, entre guillemets, un intrus qui s'infiltre dans la maison ou qui doit faire face à un tueur qui rôde, etc. C'est un grand classique. Cette version-là, personnellement, je l'avais jamais vue. Je la trouve sympathique, j'espère que vous aussi. Ça fait toujours un petit peu son petit effet. Tommy Wilson a traversé la porte principale du centre commercial. Alors qu'il s'aventurait à l'intérieur, il a entendu la musique Jingle Bells se jouer. Il y avait beaucoup de clients qui se précipitaient dans les différentes allées pour acheter leurs cadeaux pour leur famille. Nous étions le 23 décembre, et après que les magasins aient fermé cette nuit-là, il ne resterait qu'une nuit pour acheter tous les cadeaux avant Noël. Tommy est passé devant un vieil homme, gros, avec une grosse barbe, qui donnait des petits cadeaux aux enfants qui passaient là. Il était une petite animation pendant la période de Noël. Derrière lui, il y avait un énorme arbre de Noël, décoré avec des guirlandes, des boules de Noël et des bonbons. Il y avait un petit train, un jouet qui tournait autour de l'arbre avec des faux cadeaux à l'intérieur. Tout autour du centre commercial, il y avait beaucoup de mannequins, habillés avec des déguisements de Père Noël. Ils étaient là, silencieux, et sans bouger alors que tous les clients passaient devant eux. La chose bizarre concernant ces mannequins, c'était qu'ils avaient un design assez particulier. Leur bouche était grande ouverte, et Tommy a remarqué que leurs yeux semblaient le suivre alors qu'il marchait. Alors qu'il faisait assez chaud dans le centre commercial, il a eu quelques frissons en passant à côté de ces mannequins. Quelque chose les concernant le mettait mal à l'aise. Les haut-parleurs du centre commercial continuaient de jouer des musiques de Noël. Tommy, lui, a emprunté les escaliers automatiques et il s'est rendu jusqu'à la bijouterie. Il était assez content parce qu'il comptait acheter un bijou assez cher pour sa petite amie. C'était le premier Noël qu'ils passaient ensemble depuis que Tommy avait été relâché de prison. C'était également la première fois, à Noël, qu'il achetait quelque chose avec de l'argent qu'il avait gagné lui-même. Tommy avait passé 2 années en prison pour cambriolage. Quand il a été enfermé, sa petite amie est restée avec lui. Elle lui rendait visite 1 fois par semaine au moins. Et elle lui a fait faire une promesse. La promesse qu'il allait abandonner sa vie de criminel et devenir quelqu'un de respectable dans la société. Tommy était déterminé à respecter cette promesse. Donc dès qu'il est sorti de prison, il s'est trouvé un travail honnête, qui payait d'une manière décente. C'était certes peu, mais au moins il ne faisait rien d'illégal. En entrant dans la bijouterie, Tommy s'est soudainement arrêté. Il a été surpris de voir quelqu'un qu'il pensait ne jamais revoir. Willie Marco, appelé également le serpent. Il y a moins de 3 ans, Willie et Tommy étaient partenaires dans le crime. Alors que Tommy n'était qu'un adolescent, Willie, lui, l'avait pris sous son aile et lui a fait emprunter cette voie de criminel qui l'a emmené en prison. Il avait appris à Tommy tout ce qu'il fallait, inculquer tout son savoir-faire. Comment ouvrir une voiture verrouillée, comment passer au travers d'un système d'alarme et comment avoir toujours une longueur d'avance sur la police. Ce partenariat a pris fin une nuit, quand ils sont ensemble entrés dans un entrepôt. La police avait gardé l'endroit sous surveillance et Tommy a été attrapé. Willie, lui, attendait dans la voiture, à l'extérieur, et quand la police est arrivée, il s'est enfui. Tommy n'a pas eu autant de chance. Il a été très vite arrêté, inculpé et mis en prison. Willie avait toujours un regard assez étrange, le genre de regard qui montrait que ses intentions étaient mauvaises. Alors que Tommy se tenait là, et qu'il regardait cet homme, plus vieux que lui,
il a remarqué ce même regard malsain. Il savait ce que Willy comptait faire. Il avait cette flamme dans son regard. Et se trouvant dans une bijouterie, avec des bijoux très chers, il savait que Willy n'avait aucune intention d'acheter quoi que ce soit, mais bien de se servir à sa guise. Tommy s'est rapproché de Willy et lui a chuchoté. Ne le fais pas, ça ne vaut pas le coup. Willy, en se retournant, était assez surpris. Il pensait que Tommy était toujours en prison. Il a dit à Tommy que ce n'était pas son rôle de lui donner des conseils, et que ce n'est pas parce que l'un d'entre eux est devenu doux que l'autre doit forcément le devenir. Tommy avait beaucoup d'empathie envers son ex-partenaire. Il lui a dit que si lui pouvait avoir une vie honnête, alors son ami Willy le pouvait également. Willy a repris Tommy en lui disant que il était stupide, et que ce n'était pas son cas, qu'il ne comptait pas faire quoi que ce soit à la lumière du jour. Il a dit qu'il viendrait faire ses achats de Noël de nuit, quand le magasin aurait fermé. Après avoir dit ces derniers mots, Willy quitta la bijouterie, laissant Tommy ici, déçu par celui qui était autrefois son ami. Plus tard dans la nuit, une fois que le magasin a fermé ses portes et que tous les employés étaient rentrés chez eux pour la nuit, la voiture de Willy s'est garée devant le centre commercial. De par son expérience, il a facilement réussi à s'infiltrer à l'intérieur. Il a ensuite pris le chemin de la bijouterie et il s'est retrouvé juste devant le magasin qui l'intéressait. Il a sorti tous ses outils pour crocheter les serrures et en quelques minutes à peine, tout était ouvert et Willy pouvait maintenant se servir comme il le souhaitait. Alors qu'il mettait tout ce qu'il pouvait dans un sac, il a entendu les haut-parleurs du centre commercial se mettre en marche et ils ont commencé à jouer une musique de Noël. Ce son a donné des frissons à Willy. Il s'est donc dit qu'il était temps pour lui de prendre la fuite. Il a pris son sac, rempli de bijoux dans la main, et il a commencé à s'échapper, reprenant la route qu'il avait empruntée. Mais alors qu'il arrivait au niveau des escaliers, il s'est arrêté, en panique. Il arrivait à voir quelqu'un, se tenant en haut des escaliers, bloquant son passage. Au début, il pensait que c'était une femme, mais quand il a regardé d'un peu plus près, il a remarqué que c'était un mannequin, habillé simplement d'un déguisement de Noël. La bouche du mannequin était ouverte, et ses yeux regardaient directement dans la direction de Willy. Sentant que quelque chose n'allait pas, Willy a changé de chemin. Mais alors qu'il a emprunté un autre escalator, il a regardé au-dessus de son épaule et il a vu que le mannequin le suivait. En arrivant en bas, alors qu'il se précipitait vers la sortie, de nouveau, Willy s'est arrêté. Devant chaque sortie, bloquant les issues, se trouvait le même mannequin qu'il avait vu. Willy essayait de comprendre la situation. Il ne comprenait pas comment ces mannequins qui n'étaient pas censés bouger se retrouvaient maintenant face à lui. Il a voulu rebrousser chemin, mais impossible. Deux autres mannequins lui bloquaient maintenant la route. Willy, apeuré, a crié de terreur alors que les mannequins avançaient petit à petit vers lui. Il était maintenant entouré. Ils se penchèrent, tous vers le cambrioleur. Et alors que Willy essayait de se débattre, il a vu que, à l'intérieur de leur bouche, grande ouverte, il y avait des dents pointues. Willy était encerclé et submergé par le nombre. Il sentait les doigts des mannequins traverser sa chair, arracher ses cheveux. Et la dernière chose qu'il a entendue était qu'une des phrases de la musique qui passait. Le lendemain matin, quand le soleil remplaçait la lune, les ouvriers du centre commercial sont arrivés. Ils ont ouvert les différentes portes et les employés de la bijouterie ont retrouvé la boutique telle qu'il avait laissée en partant le jour précédent. Quelques minutes à peine après l'ouverture des différents magasins, un cri de femme se fit entendre. Un cri qui a résonné dans tout le centre commercial. Les employés sont allés voir ce qu'il se passait et ils ont vu une femme pointer une des vitrines d'un magasin du doigt. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'un des mannequins. Il y avait du sang qui coulait du torse et qui s'étalait sur le sol. Sur les épaules du mannequin, il y avait également une autre tête, une tête différente des autres. C'était une tête humaine qui avait été décapitée. Et alors que tout le monde était terrorisé de cette découverte macabre, une musique de Noël passait à ce moment-là. La même musique qui passait quand Willy vivait ses derniers moments. Une histoire qui va peut-être vous faire un peu peur d'aller faire vos courses de Noël. En tout cas, elle vous dissuadera certainement plutôt de devenir cambrioleur. Une histoire qui est plutôt sympathique. J'avoue que détourner un petit peu l'esprit de Noël, mais sans pour autant rentrer dans un truc où c'est le Père Noël qui est méchant, rester un peu sur l'ambiance de Noël, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui a été bien exploité. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, je trouve que l'idée est bien. Je pensais, quand j'ai découvert l'histoire au début, que l'histoire allait plutôt se focaliser sur le fameux Tommy et pas sur le Willy, mais finalement en fait le passage de Tommy est juste là pour mettre un petit peu le contexte. Mais je trouve que c'était une assez bonne histoire. Jacob était un gentleman. C'était un homme issu d'une famille pauvre, et la vie n'avait jamais été tendre avec lui. Son père était alcoolique, un homme violent. Il battait Jacob et sa mère. C'était un bon garçon. Il voulait toujours que ses parents soient fiers de lui.
Il faisait la cuisine, il rangeait la maison. Il travaillait bien à l'école, mais ça ne suffisait jamais. Sa mère s'est enfuie à ses 11 ans, le laissant dans la violence avec son père. Pour passer ses nerfs, après avoir été roué de coups, Jacob frappait dans les murs de sa chambre, tellement fort qu'une fois, il s'est cassé le poignet. Son père, se fichant de son fils, et n'ayant aucune affection pour lui, l'a laissé comme ça, pendant des semaines. Ce sont ses professeurs d'école qui ont remarqué son problème de poignet et qui l'ont emmené à l'hôpital. Sa prise en charge tardive lui a laissé des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Son poignet était constamment tordu, et Jacob en voulait à son père de ne pas l'avoir aidé. Mais il en voulait encore plus à sa mère, de l'avoir abandonné, et de ne pas l'avoir emmené avec elle. Après tout cela, il s'est juré que plus jamais il ne dépendrait des autres. Il a décidé que lui seul serait le responsable de son sort. Il a beaucoup étudié, il a fait des petits boulots pour quitter son père. Il s'est toujours débrouillé tout seul pour subvenir à ses besoins et se retrouver dans son monde, à lui. Jacob était un homme amical, toujours poli et traitant les autres avec respect. Il disait souvent qu'on ne savait pas de quoi la vie d'autrui était faite et qu'il ne fallait pas ajouter du négatif à tout cela. C'est son côté bienveillant qui m'a tout de suite plu chez lui. On s'est rencontrés alors que l'on travaillait ensemble. On se fréquentait, puis c'est devenu de plus en plus sérieux. Je me voyais bien avec lui. Il était charmant, gentil, il avait de l'ambition. Souvent les autres se moquaient de lui par rapport à son poignet, mais il n'y prêtait plus attention. Il en avait pris l'habitude, et il se fichait de ce qu'on pensait de lui. Il était en totale harmonie avec lui-même. Ça lui donnait un air presque céleste. On a eu de longues discussions sur notre avenir. Lui se voyait avec moi, et moi avec lui. Un soir, on dînait tranquillement chez lui, et j'étais stressé. J'avais une grande nouvelle à lui annoncer. J'attendais son enfant. Je redoutais le moment où ces mots allaient sortir de ma bouche. Est-ce qu'il allait fuir? Être heureux? Disparaître? Ce que moi je voulais, c'était fonder une famille avec lui. Et de ce qu'on avait pu dire au cours de nos différentes conversations, lui aussi le désirait. C'est alors qu'on mangeait le dessert que j'ai décidé que c'était le bon moment. Je lui ai annoncé la grande nouvelle. Jacob n'a rien dit. Il m'a regardé, avec des yeux écarquillés. Il y a eu un silence, un peu gênant, pendant quelques minutes. Des minutes qui m'ont paru terriblement longues. Il a ensuite posé sa main sur la mienne, et il a chuchoté. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas compris sur le moment, mais Jacob s'est levé, et il a débarrassé la table. Il m'a proposé de prendre notre café sur le canapé, chose que j'ai acceptée. Il m'a accompagné, de la table vers le canapé, en me disant de faire attention. Il a préparé le canapé pour qu'il soit aussi confortable que possible. Il était si attentionné. Je ne pouvais pas rêver mieux. Il s'est ensuite dirigé vers la cuisine, et je l'entendais préparer nos boissons. Quelques minutes plus tard, il est revenu et il m'a tendu mon café. Je l'ai bu et nous avons discuté de choses et d'autres. J'ai commencé petit à petit à m'assoupir. J'avais eu une rude journée, et le stress d'annoncer cette nouvelle avait dû prendre toute mon énergie. Je luttais un petit peu pour garder les yeux ouverts, mais Jacob m'a dit que tout allait bien, et que je pouvais me laisser aller. Ne pouvant plus résister, je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps plus tard, j'ai ouvert les yeux. Je me sentais un peu plus reposé, mais pas totalement. C'était comme si je m'étais couché tôt, mais que je m'étais réveillé en pleine nuit. J'avais une douleur atroce au niveau de l'estomac, et quelque chose me dérangeait. J'avais une douleur atroce au niveau de l'estomac. J'avais du mal à voir ce qui se passait, car au-dessus de moi, il y avait une lumière qui m'éblouissait. Je ne voyais rien, à part ce flash lumineux. Je sentais juste une odeur infecte qui m'entourait. J'ai appelé Jacob, et après avoir prononcé son prénom, j'ai senti une caresse, très douce, sur ma poitrine. Mais tout de suite après, j'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais sentie avant. J'avais chaud et froid en même temps. C'est là que j'ai utilisé mon énergie pour redresser ma tête. Et ce que j'ai vu a failli me faire avoir un malaise. J'avais une entaille de 10 cm au niveau de mon abdomen et une autre plus petite au niveau de ma poitrine. Je saignais beaucoup. J'ai crié le nom de Jacob plusieurs fois, mais il ne me répondait pas. Pourtant je le voyais, dans un coin de la pièce. Il était à côté d'un casier, sur lesquels étaient inscrits des noms de femmes. Sabrina, Marie, Amanda, et il y avait des sacs poubelles qui étaient sur le bureau, juste à côté de lui. Je n'ai pas pu en voir plus parce que Jacob s'est rapproché de moi, cachant ce qui se trouvait sur ce bureau. Il m'a souri et a caressé mes cheveux. De douleur, j'ai chuchoté son nom, les larmes aux yeux. Et c'est là qu'il m'a dit « Je suis désolé ma chérie, mais je dois garder mon indépendance. Il vaut mieux que cet enfant ne voie jamais le jour, plutôt qu'il soit abandonné. » Jacob était un gentleman. Il s'était promis de ne devoir dépendre que de lui-même. Mais ce que je ne savais pas,
c'est qu'il y était prêt. Histoire assez sordide, hein. De ce que j'ai compris dans cette histoire, Jacob a eu à chaque fois des petites amies et il s'en débarrassait quand elle commençait à prendre trop d'importance dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle tombait enceinte. J'ai que ça à dire sur cette histoire. C'est une histoire assez morbide. Pas forcément horrifique dans le sens où il y a des screamers, mais quand tu découvres la personnalité de Jacob, tu te dis que t'as pas envie de sortir avec lui. Là, on va suivre l'histoire d'un certain Benjamin. Benjamin qui avait toujours été un garçon très gentil, qui faisait de son mieux pour être apprécié, notamment par ses camarades de classe. Lui aspirait à une vie plutôt simple, c'est-à-dire aller à l'école, travailler, rentrer chez lui. Sauf que 4 camarades de classe en avaient décidé autrement. Du nom de Clint, Devon, Lia et Julia, ces 4 personnes adoraient faire vivre à Benjamin un enfer à l'école. Benjamin n'avait pas beaucoup d'amis, donc il était une cible facile. Généralement, Clint et Devon encerclaient Benjamin dans un coin dans les couloirs et le frappaient. Julia et Lia, elle, ce qu'elle faisait, c'était l'humilier verbalement. Elle ne s'en prenait pas à lui physiquement, mais elle se moquait de lui constamment. Un jour, Clint était vraiment mal luné parce qu'il avait de très mauvaises notes, il ne travaillait pas bien à l'école et du coup il a appris qu'il allait devoir aller dans un camp de vacances pendant l'été pour se remettre à niveau d'un point de vue scolaire. Donc ayant le sang qui a pas mal bouillonné, il a décidé de passer ses nerfs sur son souffre-douleur, Benjamin. Clint a donc retrouvé ses amis qui aimaient tout autant maltraiter Benjamin et il leur a proposé d'aller avec lui maltraiter le jeune garçon. Ils l'ont trouvé à côté de son casier, il avait encore des ecchymoses des précédents coups qu'il avait reçus du groupe. Et une fois arrivé devant Benjamin, ils l'ont entouré. Benjamin s'est retourné, avec des yeux horrifiés. Et Clint lui a demandé pourquoi il le regarde comme ça. Benjamin, lui, sentait que Clint était enragé. Il lui a demandé comment il le regardait. Et Devon dit que Benjamin avait un regard hautain vis-à-vis de lui et de son ami. C'est là que Clint a menacé le jeune garçon, en lui disant qu'il ne méritait pas de vivre. Clint et Devon ont saisi Benjamin et ont commencé à le traîner, lui disant qu'ils allaient avoir une petite entrevue. Benjamin, avec la voix tremblante, a demandé quel type d'entrevue. Et Clint a simplement rigolé et a gardé un sourire démoniaque. Une fois rendu derrière l'école, tout le groupe d'harceleurs était là, autour de Benjamin. Les autres étudiants, eux, savaient très bien ce qu'il allait se passer, mais n'ont pas réagi. Peut-être que vous vous dites que c'est froid et sans cœur qu'aucun des autres adolescents n'interviennent pour aider Benjamin. Mais la vérité, c'est que ils étaient tout autant effrayés que Benjamin l'était du groupe composé de Clint, Devon, Lia et Julia. Ils pensaient que si jamais ils s'impliquaient, ils deviendraient des victimes, comme l'était Benjamin. Ce jour-là, Benjamin a été battu beaucoup plus violemment qu'à l'accoutumée. Après avoir été battu, il était sur le sol, rempli de douleur. Et alors qu'il tremblait suite aux violences qu'il avait subies, il a mis la main dans la poche de son sweat. Il en a sorti quelque chose. Ce qu'il a sorti, c'était une arme. Plus jamais ça. Benjamin posa l'arme sur sa tempe et appuya sur la détente. Il y a eu un énorme bruit. Son cerveau s'est étalé sur la pelouse. Sa tête avait explosé. Ses 4 harceleurs étaient autour de lui, regardant avec terreur le corps du jeune homme, sans vie, pendant 1 minute. Tout de suite, Lia se demanda ce qu'elle avait fait, choquée par ce qu'elle venait de voir. Julia, elle, essayait de dire quelque chose, mais n'arrivait pas à dire le moindre mot. Elle est tombée sur ses genoux, au sol. Clint, lui, a regardé la scène. Ses mains tremblaient, sa bouche était ouverte. Il ne pouvait pas croire ce qui venait d'arriver. Devon, lui, avec une voix paniquée, a dit qu'ils étaient maintenant impliqués dans un gros problème. Clint et Devon décidèrent de se débarrasser du corps. Ils ont emmené le corps sans vie de Benjamin plus loin dans la cour de l'école, là où il y avait toutes les ordures qui étaient jetées, et ils ont caché le corps à l'intérieur. Après avoir caché le résultat de leur violence, Clint a dit que jamais il ne devrait parler de ça de nouveau, que ce qui s'est passé n'est jamais arrivé. Le groupe est donc retourné à l'intérieur et ils ont continué l'école. Et à la fin de la journée, tout le monde est rentré chez soi et chacun des responsables de la mort de Benjamin ont agi comme si de rien n'était. Néanmoins, ils savaient que c'était une question de temps avant que Benjamin soit considéré comme une personne disparue et que la police commence à rechercher où il se trouve. Ce soir-là, Devon a pris une douche. Il avait l'habitude de prendre de longues douches pour essayer d'arrêter de penser à certaines choses. Et alors qu'il passait du shampoing dans ses cheveux, il a vu quelque chose au travers du rideau de douche qui l'a fait sursauter. C'était une silhouette,
qui se tenait juste devant la porte de la salle de bain. Devon a crié à sa mère qu'il était à la douche, mais la silhouette a fait un pas vers lui. Devon continue de se plaindre, disant qu'il ne voulait pas être dérangé, mais la silhouette se rapprochait, de plus en plus, jusqu'à se retrouver devant le rideau de douche. Devon, dans un excès de colère, retira le rideau de douche, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit ensuite, un couteau a tranché sa gorge. Devon s'est reculé contre le mur, mettant la main sur sa gorge. Et alors qu'il essayait d'appeler à l'aide, du sang coulait sur la main, qui était placée sur l'entaille. Il sentait la vie quitter son corps comme le sang s'échapper de ses veines. Quelques minutes plus tard, ailleurs, Clint était dans sa chambre. Il écoutait de la musique sur son iPod. Il essayait d'oublier l'horrible scène auquel il avait assisté plus tôt. Alors qu'il était en train d'écouter sa musique préférée, la musique s'est interrompue et il n'entendait qu'un son statique. Il a tapé sur ses écouteurs, pensant qu'ils avaient un défaut, mais alors qu'il essayait de voir d'où venait le problème, il a entendu une voix, comme si elle était jouée par son appareil. Cette voix chuchotait « Dans ton armoire ». Cette voix a immédiatement effrayé Clint. Il n'était pas sûr de ce qu'il venait d'entendre. Peut-être que c'était juste quelque chose qu'il avait imaginé, mais juste pour en être sûr, il s'est doucement penché vers son armoire et il l'a doucement ouverte. À l'intérieur, il n'y avait rien, à part des vêtements. Clint s'est dit qu'il devenait fou, que son esprit lui jouait des tours après la scène traumatisante qu'il avait vécue plus tôt. Mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit d'autre, une hache a surgi des vêtements qui pendaient et s'est plantée directement dans sa tête. 2 des harceleurs de Benjamin avaient maintenant perdu la vie. Pas longtemps encore une fois après ces événements, Lia, qui se trouvait chez elle, en pleurant, repensant à toute la souffrance qu'elle avait causée, et ne se sentant pas bien parce qu'elle était seule chez elle, car ses parents étaient partis, a été surprise de voir son téléphone sonner. Avec ses doigts qui tremblaient, elle a répondu au téléphone et elle a demandé qui c'était. C'était Julia, qui appelait son amie pour lui dire qu'elle avait l'impression que quelqu'un était chez elle. Elle était seule à la maison et elle avait l'impression d'entendre des bruits de pas, juste devant sa porte. Elle avait l'air effrayée. Lia a essayé de rassurer son amie, en lui disant qu'elle était probablement paranoïaque après les événements difficiles qu'ils avaient vécus ce jour. Elle proposa à Julia de venir pour se détendre, à 2. Mais la seule chose qu'elle a entendue en réponse est un long silence. Un silence qui a été brisé par le cri de Julia. Elle entendait Julia crier « Mon Dieu, c'est impossible, tu es mort, va-t'en » Et ensuite, plus rien. Lia a continué d'appeler le prénom de Julia, mais elle n'avait aucune réponse. La seule chose qu'elle a entendue après, c'était une voix qui a chuchoté au téléphone. « Tu es la suivante ». En panique, Lia a raccroché. Elle s'est enfermée dans sa chambre, à clé. Elle s'est promis à elle-même qu'elle n'ouvrirait à personne, à part ses parents. 30 minutes plus tard, Lia devait aller dans la salle de bain. Elle voulait aller aux toilettes, mais elle ne voulait pas non plus sortir de sa chambre. Et c'est là qu'elle a entendu un léger tapotement sur sa porte. Et elle en était sûre, ce n'était pas ses parents, car ses parents devaient revenir vers les minuit, et il était simplement 20 heures. Le tapotement était de plus en plus fort, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Et c'est là, au milieu des bruits sourds, qu'elle a entendu une voix de l'autre côté. « Lia, ouvre la porte, c'est Devon. Benjamin me traque. Ouvre la porte maintenant, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. » Lia, rassurée, a tourné la clé sur la porte et l'a ouverte. Et à sa plus grande surprise, un bras, en sang, l'a attrapée par la gorge. Elle a essayé de crier, mais elle n'arrivait pas. La main qui pressait sur son cou l'empêchait d'émettre le moindre bruit. Les doigts autour de sa gorge devenaient de plus en plus serrés, jusqu'à ce que Lia ne puisse plus respirer. Son visage devenait de plus en plus pâle, jusqu'à prendre une tournure violette. La dernière chose qu'elle a entendue avant de mourir est un chuchotement qui disait « La vengeance est une chose si douce ». Je trouve que cette histoire-là, c'était une histoire qui ferait un bon synopsis de film d'horreur. Je pense qu'il y a pas mal de mécaniques qui ressemblent à des films d'horreur où il y a une entité qui va traquer un groupe d'amis. Après, dans cette histoire-là, le truc, on va dire, qui casse un peu l'aspect horrifique, je trouve, c'est que on sait pourquoi les personnes sont traquées par, du coup, le corps de Benjamin. Et le truc, c'est que, vu qu'on sait pourquoi Benjamin est mort, personnellement, peut-être que vous avez totalement... une autre pensée, mais vu qu'ils sont responsables de la mort de Benjamin à cause d'harcèlement, j'ai pas d'empathie en fait pour eux. Et je trouve que le fait qu'on manque d'empathie pour les personnes qui vivent des choses horrifiques, ça casse l'aspect horreur. On se dit bah tant mieux,
qui subissent le pire, parce qu'en plus là c'est une fiction, donc on sait que c'est pas vrai, on souhaite la mort de personne dans la réalité, mais je trouve que dans ce contexte-là, du coup, le fait qu'on n'ait pas d'empathie pour les personnes qui subissent quelque chose d'horrifique, ça masque un peu l'horreur en fait. On est plus du côté de l'entité horrifique que de ceux qui en sont victimes. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Un par un, ma famille a été tuée, l'un après l'autre. Et je le sais, je serai le prochain. C'était une malédiction. Et tout est ma faute. Je suis allé dans une maison qui était réputée pour être hantée. J'ai pris quelques photos. J'étais un peu déçu de ne rien voir qui sortait de l'ordinaire, mais j'avais toujours un sentiment un peu désagréable. J'ai décidé de prendre des photos pour les montrer à mes amis et montrer que j'avais été très courageux, que j'ai eu ce courage de m'aventurer dans une maison hantée. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Ce soir-là, je suis rentré à la maison. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai entendu ma mère m'appeler de la cuisine me disant que le dîner était prêt. Je lui ai dit que j'allais juste dans ma chambre pour ranger quelques affaires. Et une fois à l'intérieur de celle-ci, j'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à regarder les différentes photos que j'avais prises. Il n'y avait rien d'intéressant. Mais j'ai décidé de les garder et j'ai jeté mon appareil sur mon lit. J'ai descendu les escaliers et j'ai vu mes parents, ma grande sœur et mon petit frère qui étaient assis, tous à la table de la cuisine. Et c'est là que j'ai vu quelque chose, une silhouette qui semblait observer au travers du garde-manger. Ça ressemblait à un humain, mais je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Après le dîner, je suis directement allé dans ma chambre pour me détendre. Quand j'y étais, mon appareil était sur mon bureau. Ça m'a mis des frissons parce que je savais que je ne l'avais pas mis là, mais je me suis dit que j'avais peut-être oublié et que je l'avais posé non pas sur mon lit, mais sur mon bureau. J'allais passer à autre chose quand j'ai vu encore une fois quelque chose d'étrange. Quelque chose qui maintenant était sur les photos de mon appareil. C'était une image. C'était une photo d'une famille de 5 personnes. Une mère, un père, 2 adolescents et un petit garçon. Et ils étaient tous flous, comme si ils n'étaient pas vraiment sur la photo. Ça a commencé à m'effrayer parce que je n'avais jamais pris cette photo. Avant que je puisse me pencher un peu plus sur ce qu'il se passait, j'ai été appelé par mes parents pour faire la vaisselle. Plus rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du petit déjeuner qui était préparé. L'odeur était délicieuse. J'ai entendu ma mère m'appeler pour me dire que le petit déjeuner était prêt. Je suis donc descendu rapidement pour aller voir ce qu'elle avait préparé de bon. Et une fois arrivé dans la cuisine, j'ai eu une vision d'horreur. Ma mère était dans le coin de la pièce, sur le sol, dans une mare de sang, et sa tête n'était plus là. Je suis tombé sur mes genoux. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Et il y avait une odeur de brûlé qui a envahi mes narines. Avec hésitation, je me suis relevé pour voir une casserole avec un couvercle, mais j'étais trop effrayé pour l'ouvrir. Mon père est à ce moment-là venu en courant, disant qu'il y avait quelque chose qui allait prendre feu. Mais en arrivant dans la cuisine, c'est comme s'il n'avait pas vu le corps de ma mère. Tellement préoccupé par ce qui pouvait prendre feu, il n'avait pas vu ce qu'il y avait sur le sol. Rapidement, il a ouvert le couvercle de la casserole et à l'intérieur, il a vu la tête de ma mère brûlée. Ses yeux étaient manquants. Et c'est à cette vue-là que je me suis évanoui. Je me suis réveillé sur le canapé, avec une serviette froide sur ma tête. La police était là et posait des questions. J'ai été interrogé et après épuisé, je suis allé dans ma chambre. L'appareil n'était plus sur mon bureau, mais sur mon lit. Et il y avait quelque chose de différent le concernant. Sur la photo de la famille de 5, la mère était maintenant différente. J'ai remarqué que maintenant, il lui manquait sa tête. La nuit est vite arrivée. Mon père a décidé de dormir avec une arme. Mon petit frère a dormi avec lui. Ma sœur, elle, s'est enfermée dans sa chambre. Et moi, je l'entendais pleurer. Tout ce qui s'était passé m'empêchait de dormir. Je ne savais pas ce qui était en train d'arriver. Mais j'avais un sentiment très étrange que ce n'était pas terminé. Néanmoins, à force de penser, je me suis endormi. Je me suis réveillé pendant la nuit, au son d'un coup de feu. C'était comme si ça venait de la chambre de mes parents. Rapidement, je me suis précipité hors de ma chambre. J'espérais fortement que j'avais entendu des choses, que j'avais imaginées. Mais j'ai vu ma sœur se réveiller aussi. Elle avait entendu la même chose que moi. On s'est précipité vers la chambre de nos parents. Et quand on est arrivé, ma sœur a crié. Il y avait du sang partout sur les murs. Et mon petit frère, lui, était là, mort, sur le lit. On lui avait tiré dessus, en plein visage. Mais où était notre père?
C'est là que la porte de la salle de bain des parents s'est ouverte doucement, et on l'a vu. Il s'était pendu, accrochant des draps, sur un crochet au plafond. Ma sœur a pris la fuite. Je me suis précipité pour la rattraper. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, quelque chose a attiré mon attention. Notre photo de famille. Nos parents et mon petit frère n'étaient plus dessus. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais plus à avoir de pensée claire. Et là, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu une voix qui disait « un par un, l'un après l'autre ». Je suis retourné dans ma chambre pour regarder les photos sur mon appareil. Le père, sur la photo, avait changé. Sa tête penchée dans un angle étrange, comme si sa nuque avait été brisée. Il y avait des bleus autour de son cou, comme s'il s'était pendu. Le petit garçon, lui, avait un trou, là où normalement son visage devait se trouver. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. J'ai entendu ma sœur crier, et j'ai entendu une voix inhumaine. C'est comme si ça venait des profondeurs de l'enfer, qui répétait ce que j'avais entendu. Un par un, l'un après l'autre. J'ai pris l'appareil et je me suis précipité hors de ma chambre. Je me suis arrêté dans les escaliers. Il y avait une énorme traînée de sang qui menait jusqu'à la salle de bain. J'ai suivi ces traces et j'ai vu ma sœur dans la baignoire. Elle avait été noyée. Je regardais de nouveau la photo sur mon appareil et là, l'adolescente était maintenant différente. Son visage était bleu et sa langue sortait de sa bouche. J'ai immédiatement appelé la police et ils m'ont dit qu'ils étaient sur la route. Est-ce qu'il y avait un meurtrier dans la maison ou alors est-ce que la maison est hantée? Je ne savais pas quelle était la solution réelle. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'étais effrayé de ce qui pouvait se passer. C'est là que j'ai entendu ma porte trembler et doucement, elle s'est ouverte. J'ai senti quelque chose m'observer maintenant que la porte était ouverte. Et c'est là que j'ai vu le corps d'une femme. J'ai été tétanisé. Je ne pouvais pas bouger. La femme a rampé jusqu'à moi. Il faisait sombre dans ma chambre, mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, je pouvais voir des marques sur son cou. Et ses mains se sont approchées de ma gorge. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai essayé de crier, mais aucun bruit ne sortait de ma bouche. Elle a ouvert sa bouche, sans dents, et elle a crié, un par un, l'un après l'autre. Bon, je pense qu'on a un petit cas classique de malédiction. Je pense que ça manque un petit peu de détails. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de révélations sur quelles sont les origines de ce qui hante la maison et qui tue tout le monde. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris des photos? Ça, je ne sais pas. Il y a pas mal de mystères autour de cette histoire, mais c'est ça aussi qui fait son charme, je pense. Une nuit, dans une petite ville américaine, une jeune fille organisa une soirée et invita tous ses amis de l'école. Il y avait un grand groupe de garçons et de filles, et la nuit a commencé. Tout le monde s'amusait bien. Et à un moment donné, le groupe décida de se raconter des histoires effrayantes. Un des garçons a dit qu'il avait entendu une légende urbaine concernant une vieille pierre tombale qui était à côté de la maison de la jeune fille qui avait organisé cette soirée. De ce que raconte l'histoire, une vieille femme avait été enterrée dans le milieu du cimetière, et il y avait des rumeurs qui disaient que c'était une sorcière. La légende disait que si on se tenait sur sa pierre tombale, à minuit, elle nous attraperait et nous traînerait jusqu'en enfer. Un des garçons a dit que jamais il ne se rendrait dans ce cimetière et sur la pierre tombale dans le noir. La fille qui avait organisé la soirée rigola. Elle connaissait sa maison, son quartier, donc elle savait que ce que le garçon racontait était faux. Elle ajouta que tout le groupe était crédule, que ce n'était qu'une simple légende, et qu'elle ne pouvait pas croire ce que disait cette histoire sérieusement. Le garçon qui raconta cette histoire se tourna vers elle, et lui dit « C'est bien d'être brave quand tu es en sécurité et dans la chaleur de ta maison. Je pense que tu aurais une attitude différente si jamais tu étais devant cette pierre tombale. » En rigolant, la jeune fille répondit que ça ne ferait aucune différence. Et c'est là que le jeune garçon lui donna un défi. Il lui demanda de prouver ce qu'elle avançait. Ensemble, ils allaient aller au cimetière et attendre à l'extérieur pendant que la jeune fille, elle, irait sur la pierre tombale de cette fameuse sorcière. La jeune fille, confiante, accepta le défi. Le garçon dit à la jeune fille qu'il devrait également prouver qu'elle est allée devant la pierre tombale. Il saisissa donc un couteau de la cuisine et lui demanda de planter le couteau dans la pierre. Comme ça, quand le jour sera levé, ils pourront s'assurer qu'effectivement la jeune fille était là, devant la pierre tombale de la légende. Tout le groupe s'aventura donc vers le cimetière.
devant les portes de métal, ils ont formé un cercle. Tous regardaient la jeune fille, celle qui prétendait qu'elle n'avait pas peur. Néanmoins, ce qu'elle masquait, maintenant, c'était sa terreur. Avec le couteau dans ses mains tremblantes, elle a poussé les portes de métal et elle s'est aventurée dans les allées sombres du cimetière. Il n'y avait que la lune qui l'éclairait. Les pierres tombales et les arbres formaient des ombres bien étranges. Et c'est là qu'elle est arrivée près de la pierre tombale de la légende. Elle se dit elle-même qu'il n'y avait rien qui devrait lui faire peur, que l'histoire n'est simplement qu'une légende stupide. Une fois arrivée devant la pierre tombale de la vieille femme, elle murmura « Je n'ai pas peur de toi ». C'est là qu'elle leva le couteau au-dessus de sa tête. Et juste avant d'abaisser son bras, elle cria « Prends ça, vieille sorcière !» Elle planta le couteau sur la pierre tombale, et rien ne se passa. Rassurée, la jeune fille était prête à se retourner et à partir. Mais alors qu'elle voulait avancer et prendre le chemin du retour, elle sentit quelque chose qui la retenait. Elle n'arrivait plus à bouger. Quelque chose l'avait attrapée par ses vêtements et était en train de l'attirer vers le sol. C'est là que la terreur qui avait disparu après avoir planté le couteau refit surface. Dans la panique, elle demanda de l'aide. Elle cria qu'elle avait été attrapée. Et ses amis, à l'extérieur du cimetière, voyant qu'elle ne revenait pas, commencèrent à s'inquiéter. Au bout d'un moment, avec précaution, ils sont entrés dans le cimetière pour la rechercher. Finalement, ils retrouvaient leur amie devant la pierre tombale, étendue sur le sol. Son visage avait une expression de terreur. Il n'y avait aucun doute, elle était morte. Sans le réaliser, elle avait planté le couteau dans son t-shirt et elle s'était accrochée elle-même à la pierre tombale. C'est ça qui l'avait retenue. La jeune fille était si terrorisée qu'elle a fait un malaise et en tombant en arrière, elle a frappé sa nuque contre la pierre, ce qui la tua sur le coup. Une femme conduisait sur une rue déserte. Alors qu'elle conduisait tranquillement, elle a remarqué des phares de voiture derrière elle qui s'approchaient rapidement. Au fur et à mesure que la voiture se rapprochait, la jeune femme pensa qu'elle allait la dépasser. Mais non, elle restait là, derrière, collée. Ne comprenant pas le comportement de l'autre conducteur, la jeune femme devena nerveuse. Elle gardait un œil sur cette voiture étrange, dans son rétroviseur, et elle continua sa route. La personne derrière elle se rapprochait à chaque fois, puis ralentissait. Et à chaque fois qu'il était aussi proche qu'il le pouvait, sans créer un accident, il faisait des appels de phare. À chaque fois. Ça a duré un moment, et la jeune femme devenait de plus en plus nerveuse, parce que la voiture n'arrêtait pas de la suivre. Et à chaque fois, le comportement était également le même. L'homme se rapprochait et faisait des appels de phare. La jeune femme continua de garder un œil sur ce véhicule, mais continua sa route. À un moment donné, elle s'approchait de la sortie qu'elle devait prendre, et la voiture la suivait toujours, à faire des appels de phare. Pensant maintenant qu'elle était bien suivie, la jeune femme décida d'appeler le 911. Elle eut un opérateur en ligne, et la jeune femme cria en panique au téléphone qu'une voiture la suivait. Elle donna son adresse, et plus tard, quand elle est arrivée chez elle, elle a vu des lumières bleues et rouges, une voiture de police. Et se sentant rassurée, elle a expiré de soulagement. L'étrange voiture qui la suivait était toujours là, mais il allumait ses phares de manière beaucoup plus rapide, comme un maniaque. La femme s'arrêta à côté de la voiture de police. 2 officiers en sont sortis avec leurs pistolets. L'étrange voiture s'était arrêtée également. Les policiers l'ont fait sortir et ils l'ont menotté, pendant que lui criait qu'il y avait quelqu'un dans la voiture de la femme. Il répétait ça sans cesse. Les 2 policiers se retournèrent rapidement vers la femme. Ils pointèrent leur arme à feu sur elle et 2 détonations retentirent. La femme cria. Elle pensait qu'elle allait être abattue, mais non. Elle ouvra ses yeux et se retourna. Derrière elle, au niveau des sièges arrière de sa voiture, se trouvait un corps en sang. À côté de ce corps, il y avait un large couteau de boucher. La police chercha ensuite dans le véhicule de la femme et ils retrouvèrent une paire de menottes en plastique, du ruban adhésif, une cagoule. Et c'est là que la femme a réalisé ce qu'il s'était passé. L'homme qui se trouvait dans la voiture qui la suivait essayait de la sauver. La police l'a relâché. Et c'est là qu'il a expliqué toute la situation. Alors qu'il était derrière la voiture de la femme, ses phares ont éclairé la partie arrière du véhicule de celle-ci. Et c'est là qu'il a vu un homme qui levait un couteau de boucher derrière elle. Juste avant que l'homme ne la poignarde, l'homme l'éclairait avec ses pleins phares. Et à chaque fois qu'il faisait ça,
L'homme qui voulait assassiner la femme se recouchait derrière pour ne pas être vu. L'étrange homme, qui était en réalité un sauveur, raconta que, à chaque fois qu'il voyait l'homme lever son couteau au-dessus de sa tête, il mettait ses pleins phares pour éviter qu'il ne commette le pire. Stéphanie était une jeune fille normale qui était très populaire à l'école. Elle était considérée comme une des plus jolies filles de son école et tous les garçons voulaient sortir avec elle. Néanmoins, alors qu'elle avait 16 ans, il se trouve que Stéphanie n'avait jamais eu d'expérience avec des garçons. Elle se dit qu'elle n'était simplement pas prête pour avoir une relation amoureuse avec un garçon et donc elle n'avait jamais eu son premier baiser. Un jour, au début de février, Stéphanie était en train de regarder son profil Facebook quand elle a reçu un message de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'était un utilisateur qui avait le nom « Qui suis-je ». Cette personne n'avait pas de photo de lui sur son profil, juste des photos de Rose, à côté d'un cœur, qui se trouvait lui-même à côté d'une boîte de chocolat. Le message que cet individu envoyait à Stéphanie disait « Stéphanie, veux-tu être ma Valentine ?» Évidemment, Stéphanie était un petit peu dérangée. Elle n'avait aucune idée de qui ça pouvait être. Donc elle a juste répondu « Non merci » et elle s'est déconnectée. Quelques jours plus tard, elle a reçu un autre message de ce mystérieux utilisateur. Ce message disait « Stéphanie, je t'apprécie vraiment. S'il te plaît, accepte d'être ma Valentine. » Agacée, Stéphanie a décidé de ne pas répondre à ce message. Elle ne voulait pas l'encourager en lui donnant de l'attention. Donc elle a simplement supprimé le message et a essayé de penser à autre chose. Néanmoins, quand le jour de la Saint-Valentin est arrivé, Stéphanie a regardé de nouveau son profil Facebook et elle a remarqué qu'un nouveau message l'attendait dans sa boîte de réception. Ce message disait « Je ne t'apprécie pas. Je t'aime et je veux que tu sois ma Valentine. » À ce moment-là, Stéphanie avait peur. Elle avait peur que cet individu soit en réalité un stalker. Elle voulait mettre fin le plus rapidement possible à cette situation une bonne fois pour toutes, donc elle a envoyé un message sanglant. Ce message disait « Je ne sais pas qui tu es et je ne suis pas intéressé. Comment pourrais-tu penser être amoureux de moi alors que nous nous sommes probablement jamais vus? Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assez triste, de seul, moche, dégoûtant, un loser qui rejette tout le monde et qui a beaucoup trop de temps à perdre. Rentre-toi bien cela dans la tête, espèce de pervers. Je ne t'aime pas, je te déteste et jamais je ne serai ta Valentine. » Après avoir envoyé ce message, Stéphanie a attendu 30 secondes pour recevoir une réponse. « Nous verrons bien. Quand je viendrai dans ta maison ce soir, je ferai de toi ma Valentine. » En lisant cela, Stéphanie était terrifiée. Ses parents étaient hors de la ville et ils n'allaient revenir que quelques jours plus tard. Elle a donc appelé son amie Tracy et lui a parlé des fameux messages qui la dérangeaient. Tracy a proposé de venir passer la nuit chez Stéphanie afin de lui tenir compagnie et de la rassurer. Elle a dit qu'elle amènerait avec elle son frère Jake, quelqu'un qui devrait rassurer Stéphanie car il possède son propre fusil et il est un habitué de chasse qu'il pratiquait avec son père. Plutôt bon tireur, si jamais quelque chose arrive, il serait capable de défendre Stéphanie si l'individu met ses menaces à exécution. Ce soir-là, la nuit est tombée. La lumière du soleil a rapidement disparu pour laisser place à l'obscurité de la nuit. Tracy et son frère sont arrivés chez Stéphanie. La jeune femme était très heureuse de les voir. Elle les a invités à l'intérieur. À un moment donné, ils ont éteint toutes les lumières de la maison et se sont assurés que toutes les portes et toutes les fenêtres étaient bien verrouillées. Jake s'est installé dans le couloir, son fusil à la main. Il s'est positionné directement en face de la porte d'entrée. Il était prêt à tirer si jamais quelqu'un passait le pas de la porte. Il a conseillé aux deux jeunes filles de rester à l'étage, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Si jamais cette personne au nom de Qui suis-je se présentait, il devait d'abord passer sur le corps de Jake. Tracy et Stéphanie se sont barricadées à l'étage, dans la chambre. Elles étaient assises dans la pénombre et elles attendaient. Elles passaient le temps en jouant à des jeux sur le téléphone de Tracy. D'un coup, elles ont entendu un son, le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Les jeunes filles étaient tétanisées. 3 coups de feu ont été entendus. Et ensuite, un silence. Stéphanie et Tracy étaient assises sur leur lit. Leur cœur battait rapidement. Et elles étaient tellement terrifiées qu'elles avaient presque peur de respirer. La tension était presque palpable. Au bout d'un moment,
elles ont entendu une voix assez douce à l'extérieur de la chambre dire en chuchotant « Stéphanie, Stéphanie !» Les deux jeunes filles se sont regardées, tremblant de peur. Stéphanie a marmonné « Est-il mort ?» Et d'un coup, la porte de la chambre qui avait été barricadée a été défoncée. Une figure sombre s'est aventurée dans la chambre. Tracy a allumé la lampe de son téléphone et elle éclaira la sombre silhouette qui venait de s'aventurer dans la chambre de Stéphanie. C'était un vieil homme, au teint pâle, sans cheveux et avec une longue barbe blanche. L'homme a marmonné « Oui, il est mort ». Rapidement, il a sorti un couteau à viande et d'un coup net, il trancha la tête de Tracy. Stéphanie, qui se trouvait juste à côté d'elle, sentit l'éclat de sang sur sa joue. Elle cria d'horreur et elle tomba sur ses genoux. En pleurant, elle demanda au vieil homme « Pourquoi me faites-vous cela ?» L'homme leva le couteau à viande au-dessus de sa tête et d'un geste rapide, il le fit tomber, coupant la tête de Stéphanie en deux. Une fois son geste macabre accompli, il répondit « Parce que tu es ma Valentine ». C'était un jour normal à l'école. Une jeune adolescente, nommée Cathy, a ouvert son casier et a été choquée de trouver à l'intérieur une seule rose. En dessous de celle-ci, il y avait une note qui indiquait « Ton admirateur secret ». Elle était très excitée parce qu'elle n'avait jamais eu de petit ami. Et maintenant, une personne mystérieuse semblait l'apprécier. Le cœur de Cathy, en voyant ce beau présent, était rempli de joie. Chaque jour, à chaque fois qu'elle regardait dans son casier, elle trouvait quelque chose de nouveau à l'intérieur. Une boîte de chocolat, ou alors un bouquet de roses. D'autres jours, c'était un poème d'amour, ou alors une lettre romantique. Au bout d'un mois, Cathy brûlait d'impatience de savoir qui pouvait bien être cet admirateur secret. Un après-midi, elle a laissé une note dans son casier qui disait « Pouvons-nous nous rencontrer au réfectoire demain? Je suis curieuse de savoir qui tu es. » Il y avait 2 cases, dont une devait être cochée. Oui ou non. C'était un espace où son admirateur pouvait laisser une réponse. Le lendemain matin, brûlant d'impatience de voir ce que son admirateur lui a répondu, elle a ouvert son casier et elle a retrouvé la note qu'elle avait laissée. Son admirateur secret avait répondu non. En dessous de sa réponse, il avait écrit « Je suis désolé, mon amour, mais je ne peux pas prendre le risque de me révéler devant toute l'école. Par contre, je peux te rencontrer dans un endroit un peu plus privé. Tu me verras dans ta maison, ce soir. » Cathy était loin d'être terrifiée par cette réponse. Son ventre était rempli de papillons. Elle était excitée, mais elle était également nerveuse. Ses parents avaient prévu de sortir dîner ce soir-là, donc elle serait toute seule quand cet admirateur secret allait venir. Elle a décidé de demander à sa meilleure amie, Allison, de venir chez elle ce soir-là pour lui tenir compagnie. Après l'école, Cathy est rentrée rapidement chez elle et elle s'est préparée. Peu de temps après que ses parents aient quitté la maison, Allison est arrivée devant la porte d'entrée. Cathy était prête pour son rendez-vous. Et Allison, son amie, a aidé cette jeune fille excitée à se coiffer, à faire ses ongles et à se maquiller. Ensemble, ils ont attendu patiemment que quelqu'un sonne à la porte. Et au bout de quelques heures, ils se sont demandé si cet admirateur secret allait vraiment se montrer. Les 2 jeunes filles étaient impatientes. Pour se détendre, elles ont regardé un film qui leur a permis de penser à autre chose. Quand l'horloge a indiqué qu'il était minuit, Cathy a abandonné l'idée de retrouver son prince charmant. Allison a prévenu son amie qu'elle était fatiguée et qu'elle souhaitait rentrer à la maison. Cathy lui a donc dit bonne nuit, l'a raccompagnée à la porte et ensuite elle est remontée à l'étage pour se préparer à dormir. Alors qu'elle allait plonger dans le sommeil, elle a entendu des bruits dans l'escalier. Elle s'est dit que c'était sûrement ses parents qui rentraient à la maison plus tôt que prévu. Mais la chose suivante qu'elle a entendue après ces bruits dans l'escalier, ce sont des bruits de pas à son étage. Avant même qu'elle ne puisse réfléchir à ce que ça pouvait être, sa porte de chambre, en vieux bois, a craqué. Cathy s'est redressée sur son lit et elle a pu voir, grâce à la lueur de la lune, que devant sa porte se tenait un jeune adolescent très beau. Il l'a salué en lui disant « Bonsoir Cathy » avec un grand sourire. Il s'est présenté comme étant l'admirateur secret. Cathy s'est frotté les yeux pour se réveiller. Et le jeune garçon a marché jusqu'au lit de la jeune fille
et arrivé à son niveau, il l'a embrassée. Après cela, il lui a murmuré « Je ne sais pas comment te le dire, mais je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. » Avant qu'elle ne puisse réagir à cette nouvelle, Cathy sentit une douleur vive au niveau de sa poitrine. Elle posa ses yeux un peu plus bas, et elle a remarqué que le garçon l'avait poignardée avec un couteau. Du sang coula de sa bouche, et elle se rallongea sur son lit. Le jeune garçon s'excusa. « Je suis désolé, tu étais la numéro 3, et il est temps pour moi d'aller voir la numéro 4. » Le jeune garçon posa sa main sur le couteau toujours planté dans la poitrine de Cathy, et il le retira. Une fois le couteau retiré, le sang coula encore plus sur les draps de la jeune fille. Cathy essayait de parler, mais elle n'y arrivait pas. « Adieu, mon amour. » Le jeune garçon s'en alla, silencieusement de la chambre, et il disparut dans la pénombre de la maison. Quand les parents de Cathy sont entrés à la maison un peu plus tard, ils ont retrouvé leur fille, sans vie, dans sa chambre. Ce père et cette mère qui venaient de perdre leur fille ont crié en voyant cet horrible spectacle, et ils ont pleuré. Leur fille unique avait été brutalement assassinée. Ses draps étaient couverts de sang, et il n'y avait qu'une rose qui avait été laissée entre les dents de la jeune fille décédée. Un mois plus tard, Allison, la meilleure amie de feu Cathy, est revenue à l'école. Elle s'est absentée pour pouvoir faire le deuil de cette amie qu'elle aimait tant. Quand elle a ouvert son casier, elle a été choquée de voir qu'il y avait une simple rose à l'intérieur. Et sous cette rose se trouvait une note qui indiquait « De la part de ton admirateur secret ». J'ai travaillé comme moniteur dans un camp de vacances pendant des années, et j'ai vu des enfants aller et venir pendant longtemps. Mais j'ai vu beaucoup de choses que probablement vous ne souhaiteriez jamais voir. Il y avait une fois un moniteur ici à ce camp de vacances qui n'était pas vraiment quelqu'un de gentil. Dans les faits, c'était quelqu'un qui était très égoïste. Il était assez violent, vicieux, et il agissait comme un sergent de l'armée avec les enfants. Il les faisait travailler très dur, et il leur donnait des tâches impossibles à réaliser. Et il était évident que cet homme prenait beaucoup de plaisir à faire souffrir les autres. Chaque jour, il faisait sonner une cloche pour réveiller les campeurs, à peu près 2 heures avant l'heure à laquelle ils étaient censés se réveiller. Et ensuite, il les faisait sortir de leur cabane et il les faisait courir autour du camp, jusqu'à ce qu'ils tombent au sol de fatigue. Quand les enfants protestaient, il les frappait et il les insultait, à chaque fois en utilisant des noms dégradants. Quand cet homme décidait que les enfants avaient enduré assez de peine, là, il les emmenait dans la forêt pour les forcer à réaliser divers exercices. Certains enfants devaient faire des pompes dans la boue, et ce moniteur, parfois, les forçait à plonger leur tête dans la boue. D'autres enfants devaient faire des tractions avec des branches, et ce moniteur s'accrochait à leurs jambes pour les empêcher de monter. À force, ils tombaient, et on remarquait qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à faire cela. Et comme si tout cela n'était pas assez, de temps en temps, ils donnaient des coups de poing ou des coups de pied, en indiquant que c'était leur punition pour être des feignants. Quand les enfants n'en pouvaient plus, qu'ils étaient allongés dans la forêt, se tordant de douleur, le moniteur se tenait là, appréciant son œuvre et rigolant de ce qu'il avait causé. Il prenait trop de plaisir à abuser et à humilier ses enfants. Il abusait de son pouvoir de moniteur, et il s'en fichait. Il passait les meilleurs moments de sa vie. Des rumeurs ont commencé à se propager autour du camp, disant que ce moniteur était fou. Un des garçons a dit qu'il avait entendu une histoire concernant ce moniteur qui venait de son grand frère, et il jurait que cette histoire était vraie. Une nuit, autour d'un feu de camp, il a raconté aux autres l'histoire mystérieuse qu'il avait entendue. Apparemment, ce moniteur se rendait au même camp de vacances quand lui-même était enfant. À ce moment-là, c'était un garçon plutôt timide et introverti, à l'âge de ses 10 ans. Et il avait une peur bleue d'à peu près tout. Son père le battait régulièrement et lui disait tous les jours à quel point il était faible. Son père était un militaire et il était très embarrassé d'avoir un garçon aussi timide. Le père du moniteur voulait que le jeune garçon grandisse, qu'il devienne enfin un homme. Donc il l'envoyait au camp tous les étés. Une fois diplômé du lycée, son père a commencé à l'envoyer dans des camps spécialisés, des bootcamps, des camps militaires. Et plus tard, il a forcé le moniteur à rejoindre les forces armées pour le suivre dans ses traces. C'est cette expérience-là, dans l'armée,
qui a changé le comportement du moniteur d'introverti à sadique. Alors qu'il servait à l'étranger, le moniteur, maintenant militaire, a été capturé par des ennemis. Il a été torturé, abusé, retenu dans un endroit secret, pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il soit quasi mort. Il a ensuite été sauvé et rapatrié aux États-Unis. Ses ravisseurs lui avaient infligé une si abominable peine, de si graves tortures, que ça l'a marqué de manière permanente. Les gens disent qu'il a perdu son esprit, et il a été libéré de l'armée. Maintenant de retour aux États-Unis, il était impossible pour lui de se remettre dans la vie civile. Il n'arrivait pas à trouver un travail à cause de son tempérament et de son comportement violent. Le seul travail qu'il a réussi à trouver, c'était ce travail de moniteur en camp de vacances. Le même camp de vacances où il était forcé d'aller quand il était enfant. Les propriétaires du camp ne voyaient pas de problème. Ils pensaient que c'était bien pour les enfants d'avoir quelqu'un qui cherchait à imposer de la discipline et qui imposait également des exercices difficiles. D'ailleurs, c'était justement pour cela qu'il avait été engagé. Ils pensaient que les parents envoyaient leurs enfants dans ce genre de camp pour les renforcer. Au fur et à mesure du temps, le moniteur est devenu de plus en plus violent, que ce soit physiquement ou verbalement. Les propriétaires n'avaient pas de preuves qu'il faisait quelque chose de mal. Donc tant que les enfants n'avaient pas de blessures qui se voyaient, qui pouvaient être prouvées par le comportement abusif de ce moniteur pouvait agir comme il l'entendait. Rapidement, les jeunes enfants qui campaient là devenaient de plus en plus effrayés par ce moniteur. Si quelqu'un osait se plaindre de lui, le moniteur attrapait un bâton et frappait le plaignant. À chaque été, il devenait de plus en plus violent, à tel point qu'à un moment donné, les jeunes enfants avaient même peur pour leur propre vie. La nuit, juste avant qu'ils ne dorment, il les menaçait, disant que si jamais ils révélaient ce qu'ils faisaient, il les emmènerait pour une randonnée de laquelle ils ne reviendraient jamais. Quand les enfants écrivaient des lettres à leurs parents, le moniteur insistait pour les lire et censurait ceux qui voulaient dire ce qu'il se passait réellement là-bas. Les enfants étaient forcés d'écrire qu'ils passaient presque le meilleur été de leur vie dans ce camp de vacances, alors que ce n'était que des mensonges. À un moment donné, les enfants les plus vieux ont décidé que c'en était assez. Maintenant, ils étaient des adolescents, et ils s'étaient donné comme mission de protéger les plus jeunes. Ils voulaient effrayer le moniteur pour le pousser à partir. Un jour, ils avaient prévu une longue randonnée. Alors que le moniteur ne regardait pas, ils ont rempli son sac à dos d'insectes, de reptiles, de tout ce qu'ils pouvaient trouver d'effrayant. Après l'avoir refermé, ils se sont assurés que le moniteur n'avait rien remarqué. La randonnée avait duré au moins 3 heures, et quand le groupe a atteint le sommet d'une vallée, le moniteur a accordé une pause. Il a plongé son bras dans son sac pour attraper une bouteille d'eau, et à la minute où il a ouvert son sac à dos, une horde de serpents, d'araignées, de vers en sont sortis. Ils se sont enroulés autour de ses bras, et en quelques secondes, son visage et le haut de son corps étaient couverts d'insectes et de serpents. Le moniteur, choqué, criait. Il agitait ses bras dans tous les sens. Il essayait d'enlever ce qui était en train de le submerger. Dans sa panique, il a reculé de quelques pas, et il a perdu son équilibre. Les enfants, horrifiés, ont vu le moniteur tomber de la vallée et disparaître de leur vue. Ils ont simplement entendu un long cri, un cri agonisant, suivi d'un bruit sourd. Les jeunes se sont précipités au bord de la vallée pour voir s'ils arrivaient à voir le moniteur, mais rien. Il n'y avait aucun moyen de descendre de manière sécurisée, donc ils se sont convaincus que le moniteur était mort. Ensemble, le groupe est rentré vers le camp. La marche a été longue, et alors qu'ils revenaient, ils ont décidé de s'accorder sur une histoire. Ils ont décidé de ne pas mentionner la farce qui a causé l'accident du moniteur. Ils ne voulaient pas avoir de problème, donc tout le monde a juré de garder le silence. Une fois revenu au camp, le groupe s'est directement rendu au bureau du propriétaire et ils ont raconté leur version de ce qui était arrivé, que le moniteur avait simplement perdu l'équilibre et qu'il était tombé de la falaise. Horrifié, le propriétaire a immédiatement organisé une recherche au pied de là où était tombé le moniteur, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Le jour suivant, l'atmosphère dans le camp de vacances était très morbide. Personne ne voulait parler de ce qu'il s'était passé. Les adolescents rappelaient régulièrement aux plus jeunes de ne rien dire et les ont menacés si jamais ils ne voulaient pas rester silencieux.
Quand la nuit est tombée, les campeurs ont trouvé un coin pour faire un petit feu de camp. Ils se sont tous assis autour des flammes, ont fait rôtir des marshmallows et ils ont commencé à chanter des chansons. Au cours de la soirée, les plus jeunes commençaient à être fatigués et sont allés dormir, laissant seulement les plus vieux, les adolescents, réveillés autour du feu. Il y avait 10 adolescents qui étaient assis autour du feu, 5 garçons et 5 filles. Une jeune fille avec les cheveux rouges s'est levée et elle a dit qu'elle allait se rendre au bureau du propriétaire pour demander s'il y avait des nouvelles concernant la recherche du corps du moniteur décédé. Les autres adolescents l'ont regardée, silencieusement, alors qu'elle retournait vers le bâtiment principal. Tout d'un coup, ils ont entendu une voix, chuchoter au gré du vent. Ils ne savaient pas si c'était réel ou si c'était simplement leur imagination. Ça ressemblait à une voix qui chantait de manière très douce. 1, 2, 3 adolescents. 4, 5, 6 adolescents. 7, 8, 9 adolescents. Tous vont mourir. Au début, ils pensent que c'est quelqu'un qui leur joue une farce. Mais la chanson était de plus en plus forte et beaucoup plus sinistre. C'est comme si quelqu'un tournait autour du feu de camp, au travers des arbres. Au fur et à mesure que la musique se faisait entendre, plus les adolescents paniquaient. Rapidement, ils ont décidé de retourner vers leur camp et se sont précipités vers le bureau du propriétaire. Dès qu'ils sont arrivés dans le bureau, ils ont vu leur ami, à genoux, sur le sol, avec ses mains posées sur ses yeux. Les garçons ont demandé ce qui n'allait pas, et la jeune fille ne donna aucune réponse. Elle a juste pointé de son doigt le bureau. Les autres, doucement, sont allés voir ce qu'elle avait pointé. Et il y avait le corps du propriétaire du camp, qui était là, accroché au mur. Son t-shirt était couvert de sang. Apeurés, les adolescents se sont enfermés dans le bureau. Ils ont barricadé la porte avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et au bout de quelques secondes, ils ont entendu quelqu'un frapper de l'autre côté de la porte. Et ils ont entendu une voix qui chantait encore la même chanson. Dans l'esprit des adolescents, il n'y avait aucun doute. Ils savaient au plus profond d'eux-mêmes que la personne qui chantait cette chanson morbide était le moniteur qui était tombé, et qu'il revenait pour réclamer vengeance. Il essaya de rentrer dans le bureau. Les adolescents savaient que si jamais cet homme arrivait à rentrer dans le bureau, il les tuerait tous. Une des filles, pensant rapidement, attrapa le téléphone du bureau et appela la police. Alors qu'elle pleurait, elle a dit à la police qu'il y avait quelqu'un qui essayait de les attaquer, et qu'il fallait envoyer quelqu'un rapidement. La personne au bout du fil a assuré que la police était en route, et a demandé à tout le monde de rester calme. D'un coup, une hache traversa la porte en bois. Les adolescents sursautèrent, pleurant, tremblant alors qu'ils entendaient la personne de l'autre côté de la porte rire comme un maniaque. L'attaquant, qu'on ne discernait pas, grimpa sur le bureau du propriétaire. Les adolescents entendaient sa hache glisser sur le toit. L'homme essayait de rentrer là où se trouvaient les adolescents, par tous les moyens possibles. Les minutes ont passé, des minutes qui semblaient être des heures. Et à un moment donné, des sirènes de police se firent entendre. Rapidement, il y a eu des coups de feu. Les adolescents apeurés se sont tous mis contre le sol. Ils entendaient des bruits sur le toit, suivis de beaucoup plus de coups de feu. Et à un moment donné, un silence. Ils ont entendu une voix, très calme de l'autre côté de la porte, dire « Nous avons encerclé l'endroit. L'homme avec la hache est mort. Sortez un par un. » Les adolescents ont soupiré, rassurés que cette situation terrifiante soit terminée. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient survécu à un massacre. Ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient utilisé pour barricader la porte, et ils sont sortis tous, un par un, du bureau du propriétaire du camp, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne dans le bureau, la jeune fille aux cheveux rouges. Elle était encore beaucoup trop terrorisée pour bouger un muscle. Elle était toujours sur le sol. Elle essayait d'écouter très attentivement ce qu'il se passait, et ce qu'elle entendait, ce n'était rien du tout. Pendant presque 1 heure, elle est restée là, à ne pas bouger, à côté du bureau à l'intérieur. Elle voulait sortir, faire comme tout le monde, mais sa peur la maintenait toujours au sol. Au bout d'un moment, elle a trouvé le courage de se relever, de regarder ce qu'il se passait dehors. Elle s'est donc doucement relevée et a ouvert la porte. Dès qu'elle a vu ce qu'il y avait dehors, elle posa la main sur sa bouche pour s'empêcher de crier. Au niveau de la lampe du porche, elle a vu quelque chose qu'elle ne pensait pas voir. Tout l'extérieur était couvert de sang, d'entrailles. Et quand elle regarde avec attention, elle s'est rendue compte que c'était les restes des autres adolescents.
Il y avait des doigts, des pieds, qui étaient dispersés partout, des morceaux de jambes, de bras. Alors qu'elle regardait tout ce qu'elle avait devant elle, elle posa son regard sur la droite, là où il y avait la voiture de police. Les gyrophares étaient toujours activés, mais tout était très silencieux. Dans la voiture, il y avait 2 policiers, décédés. Leurs mains étaient toujours accrochées à leur arme à feu. Et sur le toit de la voiture de police, il y avait les têtes décapitées des autres adolescents qui se trouvaient avec elle. Il y avait des empreintes de pas, faites dans le sang, qui menaient jusque dans la forêt. Au petit matin, d'autres policiers sont arrivés sur place et ont trouvé cette scène de carnage. La jeune fille aux cheveux rouges était toujours cachée dans le bureau. Et quand ils sont arrivés vers elle, elle avait du mal à parler. Les enfants les plus jeunes, eux, avaient passé leur nuit paisiblement dans leur cabane. La police les a réveillés et escortés en sécurité. Tout le monde a été renvoyé chez eux et rien n'a été dit concernant cette terrible nuit sanglante. Le moniteur n'a jamais été attrapé. Certains journaux qui ont eu vent de l'histoire l'ont baptisé l'homme à la hache fou. Certaines rumeurs disaient qu'il était toujours là, quelque part dans les bois, à se cacher des recherches de la police ou du FBI. Mais jamais aucune piste concrète n'a été trouvée. Eh bien, cher campeur, voici la fin de mon histoire. On dit que ce moniteur est toujours quelque part, dans les bois, à chercher d'autres victimes. Mais avant qu'on éteigne le feu, pourquoi ne pas dire ces quelques mots qui sont mes préférés? Alors que je sors ma hache, pourquoi ne pas dire 1, 2, 3 adolescents, 4, 5, 6 adolescents, 7, 8, 9 adolescents. Tous vont mourir.